Rouge 2. Communiquer, se connecter ou se géolocaliser partout dans le monde. Ces technologies Internet, GPS ou d'autres que vous utilisez chaque jour n'existeraient pas si les militaires ne les avaient pas initiées pour des raisons opérationnelles. Pour ce nouveau numéro, notre équipe est partie à la rencontre de ces inventeurs du monde de la défense. Ingénieurs, entrepreneurs ou techniciens de pointe, ils préparent les innovations du futur, celles que vous retrouverez demain dans votre quotidien. « 16 milliards d'euros. Le montant des prises de commande à l'export des entreprises françaises dans le secteur de la défense a franchi en 2015 un chiffre record. Des exportations historiques qui témoignent du haut niveau technologique de l'industrie française. Quand on a un sous-marin qui navigue ou un avion de chasse qui vole, ça veut dire que très très longtemps auparavant, il y a eu des études amont, des développements exploratoires, de la recherche. Et l'innovation, c'est fondamental pour la défense française. D'abord parce que sur le champ de bataille, il faut avoir la supériorité technologique. Après, c'est aussi très important pour notre industrie d'être compétitive, pour qu'elle puisse exporter. Et donc, l'innovation, c'est important pour la compétitivité. Au Centre d'expertise aérienne militaire de Mont-de-Marsan, nous retrouvons Jean-Marie et Christophe qui travaillent à la division Innovation. Quand on innove, il y a des jours sans et il y a des jours avec, mais il y a des jours sans, ouais. Ce jour-là, ils testent un prototype d'aéronef guidé à distance. Le travail sur les mini-drones est un travail qui émerge, c'est tout nouveau. On est en phase de construction. Aujourd'hui, il n'y a aucune armée, aucun mini-drone qui vole avec une pile à combustible. Donc, l'objectif, c'est d'être la première armée qui mettra un drone à pile à combustible de manière opérationnelle. Utiliser une pile à combustible, c'est-à-dire à hydrogène, permettrait d'augmenter l'autonomie du mini-drone. Contrairement aux idées reçues, faire voler ce type d'aéronef en opération n'est pas optimal, du fait de sa durée de vol limitée. Il faut savoir que les mini-drones, leur temps de vol, c'est 20 à 30 minutes. Avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc nous, l'idée, c'est de travailler sur le temps de vol et d'offrir des autonomies qui soient de l'ordre de 2 heures, voire plus demain. C'est pour ça qu'on veut utiliser la technologie de la pile à combustible. La formation d'eau à partir de l'oxygène et de l'hydrogène produit de l'électricité. C'est sur ce principe que fonctionne la pile à combustible. Parvenir à l'intégrer sur un drone robuste permettrait de voler même par mauvais temps. L'avantage de le faire en interne, c'est que ça va très vite. Au lieu de parler à un industriel qui revienne par le biais d'un contrat, on a tout le contrat, enfin on a les ressources et c'est nous qui, avec nos méthodes, c'est beaucoup plus court. Ça permet de démontrer très rapidement que l'outil sera opérationnel ou pas. À terme, ce type de drone à pile à combustible pourrait contribuer à protéger les bases aériennes, équiper les forces spéciales ou encore avoir des applications dans le civil. Certains de ces projets technologiques aux applications duales, militaires et civiles, sont soutenus par la Direction générale de l'armement via le dispositif d'appui à l'innovation appelé dispositif rapide. Depuis sa mise en place en 2009, plus de 300 projets ont été aidés. Ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises qu'on met en avant ou les financements qu'on donne soient pérennes. Donc il faut qu'elles puissent avoir des marchés commerciaux. Du coup, on va retrouver des domaines pas forcément militaires, on va retrouver des biotechnologies, de la médecine, pourquoi pas. Autre domaine aidé, la conception écologique. La société normande Linéo, par exemple, utilise la fibre de lin pour produire des matériaux composites rigides mais légers, utiles pour le secteur aéronautique et automobile. En 2015, une soixantaine de projets au sein de petites et moyennes entreprises
ont été subventionnés pour un total de 50 millions d'euros. La société RB3D, basée à Auxerre, est spécialisée dans la biomécanique et la robotique. Elle est soutenue depuis 8 ans pour le projet Hercule, un équipement pour jouer les Superman et soulever jusqu'à 100 kg sans effort. La première machine qu'on a fait, c'est une machine qui pèse plus de 56 kg, qui a un énorme tuyau rempli de fils électriques et pas capable de marcher sans ce gros câble, sans plusieurs kilos de batterie à côté, sans des valises d'ordinateur. Et maintenant, on arrive à des machines qui vont plus que 17 kg et qui sont totalement autonomes et qui travaillent pendant plus de 4 heures sans souci. On a divisé quelque part les masses par 4, alors que les capacités d'effort ont été multipliées par 3. Ce projet, quand on l'a monté au démarrage, clairement, on n'a trouvé personne dans la sphère bancaire privée pour financer un projet aussi en rupture, on va dire, par rapport à l'existant. Donc, en fait, seule la DGA a répondu à notre appel en acceptant en fait, la prise de risque sur une technique de ce type. Au total, les différentes étapes autour du projet depuis 2009 auront coûté plus de 7 millions d'euros. Une déclinaison du projet sera bientôt utilisée dans les entreprises du bâtiment et d'autres applications sont déjà envisagées. Demain, vous allez certainement déménager. Et j'espère que prochainement, vous pourrez louer un exosquelette RB3D de manière à vous aider et à ne pas casser le dos de vos amis qui viennent plutôt pour la crémaillère et non pas pour vous aider à peiner physiquement chez vous. Les technologies d'exosquelette, on les voit émerger dans le monde de la santé, notamment soutenir les mouvements en fait, des personnes âgées pour leur permettre de rester autonomes, de pouvoir monter les escaliers, d'aller faire leurs courses en ayant plus d'autonomie, mais cette fois-ci avec des exosquelettes tout miniaturisés qui se verront même pas, qui seront carrément sous le pantalon, quoi. Dans la région Grand Est, au sud de Mulhouse, l'Institut franco-allemand de Saint-Louis développe également des recherches intéressant à la fois la défense et la santé. Cette fois, en lien avec les technologies de l'invisible, les nanotechnologies. Pour donner un ordre d'échelle, le nanomètre est au mètre ce que le diamètre d'une cerise est au diamètre de la Terre. Ici, une nouvelle technique a été mise au point pour maîtriser la matière à l'échelle la plus fine. Denis Spitzer, chercheur renommé de la discipline, a conduit le projet avec son équipe. Les nanodiamants sont utilisables dans beaucoup de domaines. Alors nous travaillons en majeure partie avec des biologistes qui les utilisent pour le traitement ciblé de maladies dégénératives ou pour traiter des cellules de type cellules cancéreuses. En plus de ces applications pharmaceutiques et médicales, les nanomatériaux ont également des utilisations intéressant la défense dans le domaine de la pyrotechnie ou le durcissement des matériaux. Les acteurs de la recherche, ils sont multiples. Bien sûr, ce sont les grands groupes industriels qui vont fabriquer les avions de combat et les sous-marins. Mais dans les grands groupes industriels, l'innovation n'est pas toujours au cœur de leurs préoccupations. Et donc, aujourd'hui, l'innovation, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, elle se trouve plutôt dans les laboratoires et dans les PME, dans des structures plus agiles, où il y a un peu plus de matière grise consacrée à réfléchir à l'innovation. La technologie peut également servir à rendre visible l'invisible. Une autre équipe de chercheurs a créé un système capable d'apporter une aide à la détection d'objets suspects ou d'engins explosifs improvisés. C'est le projet Change Detection, un dispositif vidéo qui met en évidence les modifications apparues sur un trajet parcouru au préalable. Donc maintenant, on est en train de reparcourir un itinéraire qu'on a déjà parcouru, dont on a déjà un enregistrement précédent, et on va pouvoir mettre en avant les changements. Donc la plupart des choses ne bougent pas, on ne voit pas. Par contre, on commence à voir quelque chose qui bouge à cet endroit-là, un rocher qui est apparu, qui n'était pas là, parce qu'on voit apparaître ici, au niveau de la route, quelque chose qui a été enterré avec une petite saignée. Et le fait d'afficher l'historique en même temps, ça nous fournit vraiment une compréhension de la scène, avec une charge certainement enterrée et creusée à cet endroit-là, une saignée pour faire passer le fil et les déclencheurs, et la pierre là, c'est assez synonyme d'une amorce avec quelqu'un qui est posté pour essayer de s'aligner et voir où est sa charge, parce que lui, à l'œil nu, il ne sait plus forcément où c'est. Après avoir transféré sa technologie à l'industriel Thales, l'Institut Saint-Louis a commencé à étendre le dispositif à d'autres plateformes comme les drones terrestres ou aériens. Étape suivante,
ouvrir le concept à des applications de sécurité civile. À 500 km de là, à quelques pas de la frontière italienne, sur le site de l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, les essais se font à une toute autre échelle. Et pour cause. Ici sont conçus les avions civils et militaires de demain. Un avion, lorsque vous le voyez voler pour la première fois, il faut savoir qu'il a eu une vie avant. C'est la vie de conception. Et une grande partie de cette vie de conception se déroule dans les souffleries. La soufflerie du centre de Modane-Avrieux est sans équivalent dans le monde par sa taille et sa puissance. Son circuit complet mesure 400 mètres de long, la taille d'un stade olympique. Les maquettes de l'avion de transport militaire A400M ou les avions commerciaux d'Airbus sont passés par là, mais aussi des rotors d'hélicoptères, des missiles et même des voiliers. Quand on travaille pour un industriel, le rôle d'une soufflerie, c'est de déterminer avec lui le meilleur choix possible, de façon à ce que son appareil soit performant et réponde au cahier des charges, qu'il aille loin, qu'il vole vite, qu'il emporte beaucoup de passagers. Dans le cas des avions militaires, des études sont également menées sur le couplage entre l'avion et son armement, comme ici avec le Rafale. Les essais militaires, je pense, souvent ont amené à ce qu'on réfléchisse à nos techniques d'essai, à la fois sur les techniques et sur l'instrumentation, parce que leurs avions volent dans des conditions très particulières, vous voyez, très instables, alors que les avions civils ne sont pas censés voler dans ces conditions-là. Sur les 730 millions d'euros investis chaque année par la Direction générale de l'armement dans les études amont de défense, une centaine est destinée uniquement à susciter l'innovation. De quoi continuer à maintenir en bonne place les futures exportations et valoriser le secteur de la recherche et du développement français et européen.